Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons au siège de la CCI de Vaucluse à Avignon, en compagnie de Gilbert Marcelli, président de la CCI de Vaucluse. Bonjour Monsieur Marcelli. Bonjour. Et Cécile Helle, maire d'Avignon, qui est son invitée. Bonjour Cécile Helle. Bonjour. Première interview croisée sur le thème de la mobilité et de l'énergie qui sera présenté à l'occasion d'un salon que vous organisez, Monsieur le Président, qui se déroulera les 11 et 12 avril prochains au campus de la CCI d'Avignon, qui aura pour thème les rencontres Sud Mobilité et Énergie. Alors, le constat qui nous réunit aujourd'hui ici, et le nouveau préfet de Vaucluse, à peine arrivé, l'a déjà fait, qui a parlé notamment d'observer la nécessité de décongestionner Avignon et de fluidifier un petit peu les mobilités sur ce territoire-là et donc de désenclaver un peu Avignon. Alors, vous, Gilbert Marcelli, vous intervenez en tant que voix du monde économique, donc avec cette volonté de faciliter le développement économique, de la circulation des salariés des entreprises locales, et aussi ne pas oublier cette notion de livraison et d'accès aux marchandises, puisqu'il faut bien alimenter, approvisionner tous les gens de ce territoire. Alors, aujourd'hui, l'idée c'est de parler des solutions concrètes, sachant que le constat c'est qu'il n'y a pas véritablement de solution miracle et que les solutions, il y en a beaucoup et que ce sera pas à pas qu'on arrivera à résoudre ce problème des mobilités. Gilbert Marcelli, je vous laisse commencer. Alors au départ, il faut voir le problème de la mobilité. Le problème de la mobilité, quand je l'ai découvert, à ma mise en place en tant que président de la Chambre de commerce, beaucoup de personnes parlaient de mobilité, beaucoup de personnes parlaient de déplacement sur le territoire. Il y avait peu de propositions, il y avait peu de solutions, et on a imaginé avec Cécile quelques solutions. Donc on parle depuis de nombreuses années de deuxième ligne du tram. Il y a eu déjà la première ligne, c'est déjà une réussite. La deuxième ligne du tram, peut-être, mais bon, dans le contexte économique actuel, il y a quelque chose quand même qui n'est pas à négliger, c'est l'argent. Où prend-on l'argent? Comment on fait? Et puis donc, lorsqu'on a échangé avec Cécile, on a pensé au Rhône. Et lorsqu'on a pensé au Rhône, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Donc c'est des projets qui ressortent de temps en temps. C'est deux projets sur lesquels on croit. Moi, je crois. Donc j'ai proposé à Cécile une certaine mobilité sur le Rhône à partir d'un terrain et d'un lieu que nous gérons, qui est le port du Pontet, et de se dire pourquoi pas prévoir une liaison nord-sud dans un premier temps, qui pourrait aller jusqu'à la gare TGV, et entre, on va dire, le Pontet, le port du Pontet et la gare TGV, bien sûr il y a Avignon, bien sûr il y a un arrêt obligatoire, voire deux arrêts obligatoires, et on a commencé à travailler là-dessus. Donc je pense que c'est une des solutions. Alors, c'est une de solutions de mobilité. On y reviendra un petit peu plus dans le détail un petit peu plus tard, mais justement, Cécile Helle, vous êtes à la tête de la mairie d'Avignon depuis 10 ans maintenant, hein, puisque vous fêtez votre 10e anniversaire de votre mandat. Quel constat justement vous tirez de votre expérience et de la connaissance que vous avez sur les mobilités et les déplacements sur Avignon? Et on va dire, à Avignon, la difficulté qu'il y a, c'est que c'est aussi un peu le nœud gordien du Vaucluse, donc c'est pas que ça n'impacte pas qu'Avignon, et ça va même largement au-delà de l'agglomération et de la communauté d'agglo. C'est vrai qu'on peut constater en fait qu'il y a des flux qui convergent, voilà, notamment liés aux déplacements de quotidienneté, on va dire, et notamment aux déplacements effectivement à dimension économique, c'est-à-dire un actif qui chaque matin se rend sur son lieu d'emploi, ou comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, y compris des transports de marchandises en camion pour là aussi desservir les entreprises. Et donc du coup, l'un des enjeux, c'est quand même à mon avis d'avoir une vision stratégique aux différentes échelles. C'est à la fois avec des réponses au niveau du bassin de vie. Et donc là, on voit bien que, par exemple, on se bat aussi avec Gilbert sur un projet commun qui est vraiment de permettre à ce qu'il y ait une vraie interconnexion entre l'A9 et l'A7, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est peut-être l'un des rares cas en France où il y a deux autoroutes qui se croisent, mais où pour aller d'une autoroute à l'autre, il faut que je sorte du péage, par le péage, pour éventuellement re-rentrer ensuite et prendre l'autre autoroute. Donc à Orange, c'est voilà, ça. Orange. Et c'est vrai que cette interconnexion, elle permettrait par exemple de travailler sur l'idée d'un territoire zéro circulation
de transit, tout en permettant de la desserte. Et si j'élimine cette circulation de transit, automatiquement, je vais réintroduire de la fluidité dans mon réseau, y compris pour la circulation automobile, je le dis. Donc, c'est ça où... Et après, évidemment, il y a l'intervention au niveau de l'agglomération, et donc comment on répond en matière de transport en commun. Donc, par exemple, la navette fluviale, on voit bien que les agglomérations qui aujourd'hui en France sont innovantes en matière de transport en commun, c'est celles qui multiplient les réponses. Donc ça passe par du tramway, ça passe par du bus de type Chronop au niveau de service, ça passe par des navettes fluviales, ça peut passer par du téléphérique urbain. Donc je pense qu'on a à diversifier aussi les offres de transport en commun à l'échelle de l'agglo. Et après ça passe à l'échelle d'une ville, voilà, qui essaye de repositionner la mobilité voiture à sa juste place, pour que émergent aussi et prennent position d'autres formes dont on sait qu'elles sont quand même plus vertueuses du point de vue de l'environnement, que ça soit la mobilité à pied ou la mobilité à vélo. Alors justement, c'est dans ce cadre-là que vous avez réfléchi. Je crois que vous avez notamment, vous êtes allé voir sur Lyon ce qui se faisait, à cette solution de navette fluviale que vous évoquiez tout à l'heure. En fait, quand on parle de mobilité, on peut pas parler de mobilité sans parler d'énergie. Et donc avec Cécile, avec Joël Guin, président du Grand Avignon, nous sommes rendus sur la plateforme énergétique de la CNR pour voir un petit peu le modèle économique, voir comment ça fonctionnait et voir si on était en mesure de faire à peu près la même chose, parce qu'il est bon de copier quand ça marche, de faire la même chose sur notre territoire. C'est bien d'avoir de la mobilité avec des moyens de déplacement, c'est bien d'avoir une énergie verte qui nous permet de faire du déplacement sans qu'il y ait des dégagements de gaz à effet de serre. Donc on est dans cette optique-là avec Cécile, on est dans une idée de mettre en place une plateforme énergétique. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une plateforme énergétique? C'est de la multi-énergie. Aussi bien de l'électricité, de l'hydrogène, du GNV, on peut tout imaginer. Et ce qu'on sait, notre démarche, c'est de pas se mettre de limites et d'être ouvert. On est ouvert à toutes les solutions. Et si on parle de déplacement, si on parle d'énergie, il faut qu'on multiplie les solutions. Et à partir du moment où on multiplie les solutions, on aura forcément, après, des choses qui seront possibles. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'éventuellement on peut imaginer la CCI comme un partenaire qui réfléchit à l'application des modèles économiques et pour faire simple, hein, et les collectivités qui sont dans cette logique d'impulsion des différents programmes et des différentes solutions. Alors moi, je crois qu'il ne faut pas être limitatif. Je crois que Cécile a des services qui travaillent aussi sur l'économie. Le Grand Avignon a également, les EPCI ont aussi des services qui travaillent sur l'économie. Bien sûr, c'est le rôle principal d'une chambre de commerce et d'industrie, mais s'il n'y a pas d'échange, ça ne marche pas. S'il n'y a pas d'échange entre les élus politiques et puis on va dire le monde économique représenté par une chambre de commerce, ça ne peut pas marcher. Travailler dans son coin, sectoriser les choses, ça ne marche pas. Oui, donc en termes de mobilité, c'est plus simple d'aller tous dans le même sens. On va tous dans le même sens. Lorsqu'on a fait notre visite, c'était le 19 janvier à Lyon, lorsqu'on a fait notre visite, on était ensemble, on a défini une date commune. Et à partir du moment où on a défini une date commune, on a tous vu la même chose. Alors on a vu des choses qui marchaient pas, qui peuvent ne pas marcher, puis on a vu des choses qui pourraient marcher. Alors, justement, donc c'est une volonté un peu de benchmarking pour aller voir ce qui fonctionne et éventuellement ce qui est applicable sur le territoire. C'était un petit peu votre démarche quand vous êtes allé à Toulouse pour le téléphérique, pour voir quelles étaient les solutions qui fonctionnaient. Alors je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur et qui manifestement a l'air quand même d'avancer aujourd'hui, alors même s'il n'y a pas encore forcément de date, mais on sait que vous avez cette volonté de développer ce mode, enfin une de ces solutions. Oui, en tout cas, ça a donné lieu à une délibération qui a été présentée effectivement au Conseil communautaire du Grand Avignon, qui va lancer les études. Voilà. L'idée, c'est de voir notamment si ce mode de transport, il peut être efficace et efficient pour lier le futur quartier qui va se développer autour de la gare TGV, Avignon-Confluence, dont on parle quand même depuis plusieurs années, dont Avignon a besoin, mais au-delà d'Avignon, dont le Grand Avignon et le Vaucluse ont besoin, que ça soit en termes de développement économique, résidentiel et d'attractivité, et le centre-ville
centre-ville d'Avignon. Et c'est vrai que quand vous regardez ce linéaire-là, cette distance-là, vous observez qu'il y a un certain nombre d'obstacles quand même à franchir. Il y a à la fois le faisceau ferroviaire de la ligne PLM, vous avez quand même une station d'épuration, il y a des entreprises qui sont existantes et qui font l'attractivité de la zone de Courtine depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, c'est vrai que le téléphérique urbain, qui pour le coup en plus est un mode de transport vertueux, voilà, quand on parle d'être aussi exemplaire dans les propositions de nouvelles mobilités, qui en plus a pas d'emprise foncière ou très peu d'emprise foncière, apparaît, me semble-t-il, comme étant une des solutions opportunes, en tout cas sur cette jonction-là. Voilà, et sachant, comme on l'a dit tout à l'heure avec Gilbert, que les solutions elles seront multiples. Et évidemment que cette solution, elle viendra en complémentarité d'une navette fluviale qui se développerait sur le Rhône, éventuellement d'une ligne 2 du tram. Après, l'intelligence qu'il faut avoir, c'est à faire en sorte que ces propositions de transport en commun, elles ne se concurrencent pas, mais au contraire, elles vont ensuite faciliter la vie des habitants et faciliter la vie des acteurs de ce territoire. Avec le développement de l'étoile ferrovière aussi, qui est un des Alors ça, c'est projets un que vous autre suivez. projet, effectivement, qui est ce qu'on appelle le CERM. Bon, moi, je préfère effectivement la notion d'étoile ferroviaire parce que je la trouve plus parlante. Nous, on et a puis en une plus, belle étoile. là, elle est là, quoi. En fait, ça, c'est pourquoi moi je me suis battue et j'ai été l'une des premières élues aussi à dire, mais là, il y a une opportunité par rapport à ce que dit le président de la République sur le développement du ferroviaire à l'échelle de nos territoires. Nous, on a déjà les lignes existantes, Bolène, Orange, Avignon, Carpentras, Sorgues, Avignon, Cavaillon, sur Sorgue, Le Thor, Morières, Avignon, et évidemment aussi Arles, Tarascon, Avignon, et bien sûr la ligne aussi de la rive droite du Rhône développée par la région Occitanie avec Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit. Il y a des gares qui sont existantes mais non ouvertes aujourd'hui. Je pense à la gare de Barbantane ou à celle du Pontet. Et là, on voit bien pour le coup que si on arrive à structurer cette étoile ferroviaire, on est à l'échelle d'une réponse de transport en commun à l'échelle du bassin de vie. Donc en ce sens, c'est ça qui me semble, parce que ça veut dire que demain, des habitants de Courthézon ou des habitants du Thor ou des habitants de Barbantane qui aujourd'hui prennent leur voiture pour arriver jusqu'à Agroparc, pour arriver jusqu'à la zone de Courtine, demain ils pourront, ou arriver au centre-ville d'Avignon qui reste aussi l'un des pôles d'emploi importants de l'agglo, et ben demain ils pourront monter dans un RER urbain où ils sont sûrs que s'ils arrivent à je sais pas 9h05, ben ils ont loupé celui de 9h, mais à 9h20 il y en a un, et ils sont sûrs que celui de 9h20 il arrive à 9h30 en centre-ville, quoi. Voilà, ou là où il faut qu'ils les amènent, quoi. Est-ce que justement c'est pas une des difficultés de ce territoire-là, d'avoir quelque part qui est très étendu, hein, on est sur un bassin de vie qui est peu dense et très étendu, et qui finalement se retrouve avec les besoins d'une métropole et les moyens d'une agglomération, ce qui fait que parfois en termes de financement c'est un peu compliqué pour développer des projets derrière. Ouais, mais là justement la chance qu'on a, c'est que ce projet de CERM il a été retenu. Alors que initialement, là aussi, l'annonce du président de la République, elle porte que sur des territoires métropolitains. On est, je pense, le seul territoire, voilà, d'échelle humaine. On dirait ville moyenne, mais moi, je préfère les villes à taille humaine ou les territoires à échelle humaine, qui a été retenu. Et sur lequel aujourd'hui, il y a 7,5 millions d'euros qui ont été mis sur la table dans le cadre du contrat de plan État-région, et avec des crédits État-région. Et parmi les autres projets qui sont existants à l'échelle de la région, visiblement, il y avait encore une réunion vendredi, c'était la première d'installation, et aussi bien le président de région que le préfet de la région ont dit que le projet d'Avignon était peut-être l'un de ceux qui était le plus intéressant parce que peut-être le plus rapide à mettre en œuvre. Et donc je pense qu'on a une vraie opportunité, et notamment dans la cohérence, dans la cohésion et dans la collaboration qu'évoquait, la complicité d'action, moi j'ai envie de dire, qu'évoquait tout à l'heure Gilbert. Parce que les infrastructures sont là justement. Exactement. Voilà. En fait, il faut changer le disque dur aussi, parce que derrière, les usagers doivent se mettre aussi en question. Est-ce qu'on a besoin de la voiture tout le temps? Est-ce que le plus simple, c'est de pas prendre le train? Est-ce qu'on peut pas prendre d'autres transports, les transports en commun? Et là, c'est de l'éducation. C'est rappeler les choses. Je pense que là, c'est quelque chose qui est de l'éducation même et puis de l'enseignement. C'est expliquer que la voiture, il faut qu'on la laisse à la maison et qu'on a besoin de se déplacer d'une manière saine.
Parfois, le reproche du citoyen, c'est de reprocher aux élus, je veux dire qu'ils soient consulaires ou élus municipaux, d'avoir un logiciel qui a 30 ans, mais peut-être que le citoyen, finalement, il faut aussi qu'il revoie son logiciel pour s'adapter à la réalité de notre époque. Alors c'est gentil, on n'a pas 30 ans, moi j'ai pas 30 ans, je suis un petit peu plus âgé. Le logiciel que l'on a avec Cécile, c'est un logiciel de dynamisme. Et on a besoin sur notre territoire d'avoir du dynamisme et de bouger les lignes. Alors c'est sûr que ça plaît pas toujours à tout le monde, mais être dynamique, être dans l'action, c'est là où on arrive à faire quelque chose. Et je crois qu'on se retrouve tous là-dessus, hein, que ce soit la présidente du département, que ce soit le président de la région, que ce soit Cécile, que ce soit Joël Gain, les présidents de PCI, on a tous la même vision. Et là, je crois qu'on a une chance unique. Et il faut la saisir maintenant. Parce que il y a beaucoup d'élections qui vont se passer. Moi, j'espère que tu seras là encore et pour longtemps. Parce que si on perd nos politiques dynamiques, et si on perd les personnes qui ont envie de faire progresser notre territoire et nos bassins de vie, ça ne peut pas marcher. Donc, moi j'appelle à ce qu'il y ait de la stabilité, qu'il y ait de la continuité dans nos engagements, et à partir de là, on arrivera à faire quelque chose. Je rappelle juste qu'on a des mandats qui sont très courts. Et la politique de la ville, ou les politiques de mobilité, de déplacement, là où on intègre, il y a une notion de service public, et puis d'intérêt général, il faut du temps. Et aujourd'hui, on n'a plus de temps. Il faut aller vite. Et moi, je souhaite d'avoir de la stabilité. Et je le dis ouvertement devant Cécile. J'aimerais qu'il y ait une continuité. Et que chacun entende bien ce que je dis, quoi. Donc, l'idée, c'est, il n'y a pas de solution miracle. Il faut plusieurs solutions à apporter et il faut que tous les acteurs tirent ensemble pour qu'on arrive. Les dossiers sont tellement difficiles. On travaille en équipe. On peut pas ne pas travailler en équipe. Voilà. Alors, on parlait d'infrastructures ferroviaires avant. Je recite le préfet de Vaucluse qui vient d'arriver, qui a rappelé aussi la volonté de l'État de pousser le dossier de la Léo, qui est un peu un des serpents de mer, mais qui est un peu l'infrastructure qui est en vitrine, mais il n'y a pas que. Justement, quelles sont les solutions que vous avez, vous, sur les infrastructures, notamment la Léo, mais pas que, justement? Après, enfin moi, depuis plusieurs années déjà, je demande à ce qu'il y ait le barreau qui soit fait, le barreau manquant, qui fait que la tranche 1 aujourd'hui, elle s'arrête au milieu de nulle part, quoi, quand même. Donc on a investi, je crois, 120 millions d'euros là sur cette tranche 1 pour avoir fait finalement une accessibilité renforcée de la gare TGV pour les Arlésiens, quoi, grosso modo, si je caricature un petit peu. Et donc, du coup, en tout cas, c'est 800 mètres qui sont aujourd'hui manquants et qui permettraient à la Léo telle qu'elle existe, tranche 1, de pouvoir se brancher sur le réseau routier existant du département des Bouches-du-Rhône, tel qu'il est, déjà redonnerait du sens quand même à cette liaison est-ouest. Et en ce sens, moi je suis ravie que les maires de Barbantane et de Rognona aient bougé un peu sur leur positionnement, ou en tout cas aient eu le courage, parce que je pense que dans l'environnement qui est le leur, c'est pas forcément si évident que ça, de dire que eux aussi ils étaient pour déjà qu'il y ait cette première étape qui soit franchie. Après, moi ça fait aussi, parce que quand le préfet, mais je l'ai pas encore rencontré, j'aurai l'occasion de le rencontrer demain après-midi, mais quand il dit oui, mais y compris le préfet de région, j'étais à la dernière réunion en préfecture de région, dit mais ça fait depuis des années qu'on travaille sur ce projet, donc maintenant c'est trop avancé et on peut plus remettre en cause ce qui a été fait, sauf qu'il y a des élus qui depuis 10 ans, et moi c'est mon cas, disent mais attendez, moi je considère que ce projet n'est pas le bon, quoi, ce tracé n'est pas le bon, voilà. Donc moi je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'il y ait de voie de contournement sud, bien sûr qu'il en faut une, parce qu'elle est essentielle, et y compris pour préserver, je le redis quand même, la qualité de vie et la santé des 20 000 habitants de la Rocade, voilà, parce que eux, ils subissent depuis des décennies, et ça aussi je l'ai dit au maire de Château-Renard, depuis plus de 40 à 50 ans, ils subissent entre 40 000 à 45 000 véhicules jour quand même, qui passent sous leurs fenêtres, quoi. 7% de poids lourds, 7 à 10% de poids lourds. Exactement. En plus. Donc pour ça, il faut une voie de contournement sud. Après, on voit bien à l'échelle nationale aujourd'hui que ces grandes opérations d'infrastructure routière, elles sont quand même re-questionnées.
parce qu'elles sont consommatrices de foncier, c'est une réalité, et notamment de foncier agricole dont on nous dit par ailleurs qu'il faut le préserver, notamment quand il est dans une proximité de centres urbains comme c'est le cas pour Avignon. Donc en ce sens, je considère que peut-être ça vaut mieux de pas consommer le foncier de la ceinture verte, notamment côté Avignon. Et par ailleurs, il y a des voies existantes qu'on pourrait peut-être recalibrer. Voilà. Et avec l'idée aussi quand même de cette interconnexion, enfin je la reprends parce que pour moi elle est essentielle, parce que l'interconnexion elle permet quoi? Elle permet simplement de resituer notre territoire dans un triangle autoroutier, et qui fait que quand je disais tout à l'heure, on vient poser que c'est un territoire zéro trafic de transit poids lourd. Voilà, parce que évidemment que moi j'ai aucun intérêt à dire au maire de Château-Renard, tiens je te balance les poids lourds entre guillemets de ton côté, ça n'a pas de sens. Voilà, quand Gilbert dit il faut qu'on travaille tous ensemble, il faut qu'on travaille tous ensemble, y compris avec le nord des Bouches-du-Rhône. C'est plus possible. En fait, ce territoire, notamment sur les enjeux mobilité, il avancera pas. Mais sur les enjeux d'attractivité touristique. Enfin, quand je vois qu'on dialogue même pas, là aussi avec le nord des Bouches-du-Rhône, sur les enjeux d'attractivité touristique, mais c'est le monde à l'envers. Oui, parce que les touristes, c'est du flux aussi, c'est de la mobilité. Mais en plus, à l'autre bout du monde, est-ce que le touriste, il fait la différence entre Avignon et Rognona? Enfin, pour lui, c'est le même territoire. Bon, il a bien capté que le Palais des Papes, il était à Avignon, ça, bien sûr. Mais après, pour lui, de toute façon, d'être hébergé à Avignon ou à Barbantane, c'est la même chose, quoi. Enfin, et puis en plus, à Barbantane, il peut découvrir aussi la Montagnette, voilà, qui est une autre pépite, alors qui n'est pas patrimoniale historique, mais qui est une pépite naturelle, qui a été en plus malmenée, voilà, par l'incendie qui a été dramatique à l'été 2022. Mais du coup, voilà, on a aussi intérêt à vendre notre territoire en commun, quoi. L'enjeu pour les acteurs et les décideurs du territoire, finalement, c'est de comment on arrive à développer de la mobilité pour les habitants sans que ça devienne des infrastructures éventuellement qui puissent servir à ce fameux trafic de transit, d'où la nécessité fondamentale je sais que c'est vraiment important pour vous, de cette liaison A7 à 9, notamment Orange, qui vous permettrait presque réglementairement de pouvoir prendre des arrêtés d'interdiction de passage des poids lourds. C'est ça en fait l'enjeu derrière. L'enjeu, entre autres ça, ouais, mais comme je disais, c'est pas simplement de prendre un arrêté pour limiter sur une portion donnée, parce que par exemple il y a certains maires la globalité du bassin de vie qui le font, mais sans s'interroger sur mais une fois que moi je l'ai préservé ma population, il se passe quoi à côté? Et sachant qu'après en plus les nuages de pollution atmosphérique, évidemment qui s'arrêtent pas aux frontières communales, quoi. Donc soit on arrive à préserver notre territoire et de manière globale, et c'est nous tous qui du coup en bénéficierons, y compris dans les enjeux de santé publique. Et pour moi, depuis toujours, en fait, le trafic de poids lourds, il doit être soit sur les autoroutes, soit éventuellement sur le chemin de fer, parce que notre pays il est quand même très en retard sur le ferroutage, avec des solutions là aussi qui pourraient être beaucoup plus poussées que ce qu'on voit aujourd'hui en France, quoi. Et éventuellement en termes d'infrastructure, pour rester sur la Léo, le fameux pont sur le Rhône, ça vous semble être une nécessité aujourd'hui, ou il faut essayer de trouver d'autres solutions? Moi, ma solution, elle passe d'abord par la limitation de la circulation automobile. Voilà. Il faut qu'elle diminue. Comme l'a dit tout à l'heure Gilbert, elle est quand même émettrice de gaz à effet de serre. Voilà. On peut tourner ça dans tous les sens. Toutes les études le montrent, là aussi, à l'échelle mondiale, qu'une part du réchauffement climatique est liée aux émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la circulation automobile à l'échelle mondiale, évidemment, mais après à l'échelle de chacun des territoires. Et donc, il y a bien un objectif majeur qui s'impose à nous tous, qui est de comment on limite cette circulation automobile en favorisant différentes formes de mobilité, et parmi les mobilités, la navette fluviale, on y revient, voilà. Mais je pense qu'il faut pas oublier aussi quand même cet objectif qui s'impose à nous. Parce que sinon, on est tous à observer, il y a du réchauffement climatique, c'est dramatique, il y a des épisodes. Alors, mais comme l'a dit Gilbert tout à l'heure, chacun de nous, on a un rôle. Oui. On a un rôle en tant que décideur, mais on a un rôle aussi en tant que citoyen. Voilà, chaque citoyen, on a à s'interroger sur notre manière de vivre et de dire que si on la change pas fondamentalement, à mon avis, on va tous droit dans le mur quand même. Alors, franchissement du Rhône, on peut très bien imaginer une solution téléphérique aussi. Aussi. C'est ce qu'a répondu d'ailleurs Paul Roger Gontard au débat du Conseil communautaire quand cette option-là a été mise sur la table. Alors, Gilbert Marcelli, les mobilités c'est bien, mais je sais que c'est un peu votre dada aussi, c'est qu'est-ce qu'on met dans le réservoir de ces mobilités. Votre volonté, c'est justement, comme Madame le maire le disait, il faut limiter la circulation automobile, il faut limiter les différentes circulations polluantes, mais il y a quand même des solutions pour faire de l'électrique, de l'hydrogène, du GNV, du gaz. On a plein de solutions, mais comme dit Cécile tout à l'heure, on passe par des études préliminaires.
Et il y a des études de faisabilité qui sont en cours. Et on détermine là le bon produit, la bonne énergie qui correspondra au meilleur usage. Et si on va plus loin, on est sur un carrefour européen. On est sur un carrefour qui permet de donner une liaison. C'est un nœud crucial entre l'Espagne, l'Italie et le nord de l'Europe. On est aujourd'hui en train de réfléchir sur plein d'énergies capables d'alimenter les véhicules, des moyens de mobilité. Ça peut être l'hydrogène, comme vous le disiez, ça peut être l'électricité, ça peut être le GNV. Je pense que c'est un mix de tout ça. Et arrive après le reconditionnement des véhicules pour permettre à ces véhicules de continuer à être utilisés. Parce qu'on remet pas... C'est une vision globale que l'on doit avoir. Il faut choisir un carburant qui permet d'être dans un véhicule qu'on rétrofit et qui permet après demain de refonctionner. Donc c'est vraiment une approche globale d'une situation. Et là, le projet que l'on a avec ce salon InnoMove qu'on réalise, c'est de faire un inventaire, faire une checklist de tout ce qui existe et de donner la possibilité après de choisir. Et de choisir de pas se tromper. De toute façon, on se trompera forcément à un moment donné, quoi. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, on tournait au gaz pur. Certains véhicules étaient équipés d'une bouteille de gaz dans le coffre. J'ai connu ça dans les années 80. Et on marchait sur la tête. Donc, il faut qu'à un moment donné, on se pose la bonne question. Et là, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est vraiment de se donner les moyens de bien réfléchir. L'hydrogène est une solution, mais pas de l'hydrogène gris, de l'hydrogène vert. On n'a pas envie de faire de l'hydrogène pour faire de l'hydrogène, on s'en fout de l'hydrogène. Là encore, avec des réponses multiples. Il y a des questions multiples. Mais là, lorsqu'on parle de projets comme ça, il faut que RTE, qu'EDF soient à nos côtés. Et puis il y a d'autres systèmes, il y a d'autres projets. On parle de mobilité, on parle d'énergie, mais quand on parle de l'énergie, il y a aussi de la géothermie. Donc, et on ouvre encore d'autres portes. On regarde toutes les solutions qui peuvent être nécessaires à éviter une pollution qui nous amène droit dans le mur. Donc, il faut un petit peu élargir le spectre. Il y a la mobilité, c'est vrai, c'est l'objet de ce salon. Il y a la mobilité sur le Rhône, le téléphérique, les véhicules, c'est bien, mais il y a aussi tout ce qui dégage de la pollution, comme le chauffage. Et là, de se dire, pourquoi pas travailler aussi sur la géothermie. Donc, on est ouvert à toutes les solutions et quand on n'a pas la bonne solution. Voilà. Ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça, c'est que la multitude d'énergies permettra de régler nos problèmes. Et au-delà de nos mobilités, le Vaucluse est finalement un département qui est un gros producteur d'énergie, alors verte, je sais pas, mais en tout cas décarbonée, comme on dit, avec les centrales nucléaires, la centrale nucléaire, les barrages sur le Rhône. Oui. Il y a un fort développement du photovoltaïque. L'éolien, c'est plus compliqué, oui, notamment en raison du Mistral. Est-ce que là aussi, c'est une volonté aussi de dire si on reste sur notre logiciel d'il y a 30 ou 40 ans, l'énergie vient d'ailleurs, c'est une énergie fossile et qui est une énergie quasiment unique, puisque c'est celle qu'on utilise de manière universelle. On va multiplier les sources d'approvisionnement énergétique décarbonées. On peut aussi devenir des producteurs. Et un autre point sur lequel vous insistez, il va falloir aussi former des gens et créer de l'emploi local pour justement mettre en place toutes ces solutions énergétique propre. Tout est lié, parce que avec cette nouvelle technologie qui apparaît aujourd'hui, tous les nouveaux métiers apparaissent. On peut imaginer plein de métiers, des systèmes. Alors si on parle en électricité, de hachage de courant qui nous permet de après faire autre chose avec notre courant dans les véhicules, et ça devient intéressant. On a des sources énergétiques comme l'hydrogène qui entraînent de nouveaux métiers. Et là aussi, il faut former les jeunes, il faut leur donner envie. Et c'est notre rôle. C'est notre rôle de donner envie, de mettre en avant ces métiers et de former nos gamins pour demain. Et à partir du moment où ils sont formés, les garder sur notre territoire. Ce qui est important, on parle depuis tout à l'heure de territoire. Le territoire, c'est pas uniquement Avignon. C'est le bassin de vie.
Et notre bassin de vie, vu qu'on est à un carrefour de plusieurs régions, Occitanie à notre côté, l'Aura un petit peu plus au nord, on s'aperçoit que le problème, il est global. Et on doit traiter, on ne peut pas traiter nos problèmes de mobilité et d'énergie sans discuter avec les régions qui sont à côté de nous, c'est-à-dire l'Occitanie et l'Aura. Et c'est là où le rôle du politique est important, c'est de donner une ligne directrice, et il faut que cette ligne directrice, elle soit maintenue, elle soit constante. Parce qu'on peut pas faire de grand écart tout le temps. Et quand on fait de grand écart, on perd toute l'énergie qu'on a mise en œuvre pendant des années pour ramener des personnes autour de la table et puis pour avoir des projets communs. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir un petit peu dans notre échange aujourd'hui, c'est que avec de la bonne volonté, et je suis persuadé qu'en Occitanie comme dans l'Aura, on sait que dans le PACA on l'a, dans la région sud on l'a, on peut faire de belles choses. Et on a de la chance sur notre territoire, dont la capitale est Avignon, il ne faut pas l'oublier, d'avoir toutes les cartes en main pour réussir. On a tout. On a de l'eau, avec le Rhône, on a du soleil pour faire de l'électricité, on sait faire de l'hydrogène, à nous maintenant de le faire, montrer qu'on est capable, et puis derrière, on sait adapter des véhicules pour pouvoir faire de la mobilité. On parle pas de vélo, on parle pas de pistes cyclables, mais on doit également développer. Je sais pas si vous avez en tête, il y a eu il y a quelques années, le départ au Danemark du Tour de France, et on a vu sur un pont un ensemble de vélos. Les Danois, ils sont merveilleux, quoi. En plus, ils gagnent le Tour de France. Mais ils sont merveilleux. Ils sont sur un pont. Moi, je rêve de voir le pont d'Aladier coupé avec des vélos. Pourquoi pas? On peut dédier. Pourquoi on ne dédierait pas un pont au vélo? Moi, je donne des idées. Mais pourquoi pas? Là, on va avoir un tollé général, il n'y aura plus de véhicules. Donc après, on va avoir tout le monde devant la porte. On a déjà fait une voie et ça avait, voilà. à l'époque, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, elle apparaît comme une évidence, cette voie cyclable du pont d'Aladier, mais il y a encore peu d'années en arrière, quand elle a été posée comme ça, on nous a dit, ah, mais il y a personne sur votre piste cyclable alors qu'il y a plein de voitures, et puis aujourd'hui, ça s'est quand même un petit peu inversé, et on peut s'en réjouir. Mais juste pour rebondir sur la dimension énergie, parce que je pense que c'est un enjeu majeur aussi. C'est-à-dire, comment on fait pour que nos territoires gagnent en autonomie énergétique, et notamment pour être beaucoup moins dépendantes des énergies fossiles comme ils le sont aujourd'hui. Nous, on développe aussi, puisque Gilbert a parlé de la géothermie, un réseau de chaleur urbain. En fait, là, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès d'énergéticiens, voilà, pour qu'ils proposent la construction, voilà, de ce réseau de chaleur urbain en allant, alors. On n'a pas prédéterminé quelles sources de chaleur ils peuvent aller chercher, mais moi-même, dans le cadre du benchmarking là, que vous évoquez, j'étais allé en déplacement au Havre, qui est très en avance avec plusieurs réseaux de chaleur urbain, à la fois certains allant capter de la chaleur fatale, c'est-à-dire produite par des usines, comme par exemple l'usine d'incinération de Vedennes, mais qui aujourd'hui partent, voilà, qui sont perdues, ou alors de la biomasse, ou alors de la géothermie, et avec une complémentarité dans leur réseau. Et donc là, l'idée, c'est que ça soit tous les quartiers sud d'Avignon qui sont les plus densément peuplés, et notamment dans le cadre du NPNRU aussi. Parce qu'après, l'avantage de cette énergie, c'est qu'elle est non seulement écologique, mais elle est économique aussi. Et donc, en termes de dimension sociale, voilà, on voit bien que la fluctuation des prix de l'énergie fossile ces dernières années, il nous a tous mis un coup sur la tête, quoi, quand même. Aussi bien en tant que particulier qu'en tant que, par exemple, collectivité, quoi. Ou entreprise. Donc, et entreprise. Et donc, y compris, par exemple, là, les acteurs qu'on a identifiés comme susceptibles d'être intéressés, il y a toutes les entreprises de l'écomine, où on en a dit, voilà, il passera près de l'écomine, donc ça peut être intéressant pour vous. Il sera pas très loin aussi de la zone d'activité de Courtine, évidemment du pôle médical autour du centre hospitalier, mais aussi des cliniques qui se trouvent dans la partie sud d'Avignon. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de gagner en autonomie, parce que pour le coup, pour l'instant, par exemple, si on raisonne vraiment purement à l'échelle de la ville d'Avignon, c'est encore une ville qui est très dépendante, en fait, des énergies fossiles. Et si elle veut s'inscrire dans le cadre de cette ville en transition, si elle veut anticiper sur son avenir,
bien. Il faut vraiment qu'elle arrive à gagner en autonomie. Géothermique a priori un vrai potentiel sur Avignon. Ah bah oui, parce que de toute façon, quand on est à la confluence, là, vous avez à la fois la nappe phréatique du Rhône et celle de la Durance. Donc, dès que vous percez, par exemple, on l'a fait quand même pour le stade nautique, dont une partie de l'eau aujourd'hui, elle est chauffée par la géothermie. On a déployé quand même, nous, par exemple, dans le cadre des rénovations qu'on a entreprises d'équipements publics, du panneau photovoltaïque aussi, voilà, pour gagner en autonomie et venir. C'est sûr qu'à travers ces projets énergétiques, on a quelque chose qui est, on a une chance, hein, on est à la croisée des chemins. Soit on y va, soit on n'y va pas. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Cécile parle de géothermie, mais on se rend pas compte de la capacité que l'on a sur notre territoire d'avoir des idées et surtout d'avoir la capacité de réaliser. C'est une des solutions, tout ça, ce changement de disque dur pour arriver à faire bouger des habitudes, c'est une des solutions pour redonner du dynamisme sur notre territoire, recréer de l'emploi, être leader et indépendant énergétiquement. On doit donner du pouvoir d'achat, c'est aussi notre rôle à nous, défendre l'intérêt de nos employés, de vos élus, et à partir de ce moment-là, on va gagner. Et moi, j'y crois énormément en ce territoire, parce que on a tout pour réussir. On a des entreprises qui sont dynamiques, qui ont su passer le cap de la crise Covid parce qu'on était dynamique, parce qu'on a les tailles moyennes des entreprises auclusiennes, c'est entre 20 et 50 personnes employées. Et là, on a un modèle souple. Et il faut travailler sur ce modèle-là. Il est unique, ce modèle. On a des richesses, une richesse considérable. Et à nous, maintenant, de bien exploiter. Bon. Moi, je suis un grand optimiste là-dessus, parce que je sais que quand on travaille, quand on est avec des personnes qui ont envie de travailler, de mouiller la chemise, on y arrive. Et on a vraiment cette chance aujourd'hui. Bon, le message est passé. C'est maintenant qu'il faut y aller. Oui. Voilà. Et a priori, ensemble. Toujours ensemble. Bah écoutez, on se donne rendez-vous au salon InnoMove pour parler mobilité à nouveau et énergie, et puis manifestement d'autres sujets à venir dans les mois. On vous attend. Merci Cécile. Merci. Merci Gilbert. Merci Gilbert pour l'échange aussi.